Professeur Rémi Salomon, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la commission médicale de l'AP-HP, les hôpitaux de Paris. Vous représentez donc le personnel médical des hôpitaux de Paris. Vous êtes vous-même chef de service de néphrologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades. Vous êtes donc pédiatre. Nous allons parler du Covid et des enfants et des adolescents. Les enfants, les adolescents et le Covid. Nous parlerons aussi de toutes les mesures, de ce qui va se passer la semaine prochaine, mais je voudrais commencer avec les enfants et les ados, les moins de 18 ans. Cette semaine aux États-Unis et au Canada, la vaccination avec Pfizer-BioNTech a été étendue aux 12-15 ans. Voyez-vous des objections à ce qu'on autorise la vaccination des 12-15 ans en France ? Alors, Jean-Jacques Bourdin, d'abord, je vais vous répondre sur les enfants. Oui. D'abord, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas de masque aujourd'hui. Oui, c'est la première si fois. vous voulez bien, parce que c'est la première fois que je fais une interview sans masque. Oui. Vous êtes complètement vacciné, vous m'avez dit. Je le suis complètement vacciné. Et donc, nous pouvons nous autoriser dans des circonstances quand même, avec des précautions, nous pouvons nous autoriser à baisser le masque. C'est-à-dire, on est à l'intérieur, et on est suffisamment distant, la pièce est aérée, nous ne sommes pas plus de 6 personnes, il n'y a pas de personne dans la pièce qui ait de maladie chronique. Je redis tout ça, ce sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui dit, vous pouvez, dans ces circonstances particulières, ne plus porter de masque. Voilà. Donc je voulais juste préciser ça, c'est la première fois. Alors, pour vous répondre, les enfants, je pense que les enfants, oui, il faudra les vacciner. On suivra les recommandations de la HAS que je viens de mentionner. Pour le moment, en France, elle n'a pas donné encore d'avis sur la question. Aux États-Unis, vous l'avez rappelé, dans d'autres pays, au Canada, à partir de 12 ans, on peut vacciner et c'est recommandé. Alors pourquoi c'est recommandé ? Pourquoi est-ce que cette vaccination vous paraît indispensable ? Alors, elle est recommandée. Les enfants, on rappelle que les enfants font très peu de formes graves de la maladie. Souvent, ils sont ce que l'on dit asymptomatiques, c'est-à-dire aucun signe, mais ils sont porteurs. Mais ils transmettent. Et ils transmettent. Alors, ils transmettent selon l'âge, soit assez peu. Quand on est à l'âge de l'école primaire, on transmet probablement assez peu, mais ça ne veut pas dire du tout. Donc, il y a quand même une possibilité de transmission. Et quand on est par contre à l'âge du collège ou du lycée, on transmet nettement plus. L'étude de l'Institut Pasteur, Comcor, sur les modes de transmission, elle l'avait bien dit, les parents d'enfants qui sont à l'école primaire n'ont pas de surrisque, mais les parents d'enfants qui sont au collège et au lycée ont un surrisque tout à fait significatif. C'était à l'époque avant le variant britannique. Donc attention, il faut prendre ces résultats avec cette précaution d'analyse. Il est possible qu'avec le variant britannique, qui est plus transmissible, y compris à l'âge primaire, de l'école primaire, il y ait un risque de transmission. Donc pour cette raison-là, c'est moins pour protéger les enfants, qui ont un risque très très faible de faire une maladie sérieuse, grave, mais c'est pour protéger les autres. C'est ce qu'on appelle l'effet altruiste de la vaccination. Il existe toutefois du Covid long chez les enfants. C'est vrai. Alors, le Covid long, c'est une entité que l'on découvre. On découvre plein de choses avec cette maladie. Depuis quelques mois, on sait qu'effectivement, les personnes qui ont fait un Covid, une partie d'entre eux, et qui n'est pas négligeable, vont avoir des symptômes pendant plusieurs mois. Souvent une fatigue, des douleurs musculaires et d'autres symptômes. On a observé également que les sujets jeunes, voire les enfants, pouvaient aussi avoir un Covid long. Donc, ils ne vont pas à l'hôpital, ils ne font pas de forme grave, ils ne meurent pas du Covid, mais par contre, ils peuvent avoir des effets à long terme. Est-ce que les plus de 12 ans ont des charges virales semblables à celles des adultes ? Alors ça, vous me posez un peu une colle. Il y a des charges virales. Oui, il y a des charges virales qui peuvent être élevées chez les enfants. Il y a un risque, et ça revient au dire qu'il y a un risque, c'est ce qu'on disait avant, un risque de transmission. Un risque de transmission. Vous avez des enfants ? J'ai des enfants, mais ils sont adultes maintenant. Ils sont adultes maintenant. Mais s'ils étaient moins adultes, des ados par exemple, est-ce que vous accepteriez qu'ils soient vaccinés ? Je leur expliquerai. Professeur. Je leur expliquerai parce que je pense qu'il faut... quand on a moins de 18 ans, c'est les parents qui décident. Et moi, je suis pédiatre et donc je passe mon temps quand je vois les enfants que je vois en consultation, je leur explique toujours les raisons du traitement. Il faut bien comprendre. Pour qu'un enfant prenne... Moi, je m'occupe d'enfants qui ont des maladies chroniques, et donc ils doivent prendre des traitements tous les jours ou des régimes alimentaires. Pour qu'ils suivent bien les traitements et les régimes, il faut bien leur expliquer les choses. Donc moi, je suis à la fois pédiatre et pédagogue, donc il faut expliquer. Donc oui, si j'avais des enfants adolescents, je leur expliquerais et je les convaincrais, je pense, assez facilement, j'espère, au moment où ce sera recommandé, d'aller se faire vacciner. A-t-on suffisamment de recul ? Parce que beaucoup de parents sont
inquiet face à cette peut-être future possibilité de vacciner les ados, les pré-ados, les plus de 12 ans. On en est aux plus de 12 ans. Je vais revenir sur les enfants de moins de 12 ans. Mais professeur Salomon, a-t-on suffisamment de recul sur la sécurité des vaccins? Alors ça, c'est une grande question. Les parents s'inquiètent. Pour les adultes, mais on s'inquiète encore plus pour les enfants. Alors oui, c'est la question que tout le monde se pose depuis le début de cette histoire de vaccin, quel que soit l'âge. Exactement. Et ceux qui sont un peu réticents, un peu hésitants, se posent encore plus cette question et n'ont pas trouvé forcément pour eux encore de bonnes réponses. Donc il y a le bénéfice et le risque du vaccin. Donc les questions qui se posent pour l'adulte, quel que soit l'âge, c'est les mêmes questions pour l'enfant. Moi, je ne vois pas de différence. Les enfants ont un système immunitaire qui est souvent plus solide, plus réactif, donc ils vont faire un peu plus que les adultes, souvent les adultes âgés, de ce qu'on appelle la réaction réactogène. C'est-à-dire qu'après le vaccin, ils peuvent avoir un peu plus de fièvre, un peu plus fréquemment, un peu de fièvre, un syndrome grippal. Mais on pourrait imaginer... Ça oui, mais c'est pas grave ça. Comme ils sont moins en danger, on pourrait imaginer des doses moins, je ne sais pas, moins puissantes de vaccins. Oui, alors là, vous rentrez dans les détails. Je ne suis pas vaccinologue et donc je ne pourrais pas vous répondre. Est-ce qu'il y a des essais cliniques ? Oui, il y a des essais cliniques sur les enfants. Et si les Américains autorisent à partir de 12 ans, c'est qu'il y a eu des essais pour Je parle des enfants de moins de 12 ans. Alors, pour les enfants de moins de 12 ans, il y a des essais en cours. Et donc, on attendra les résultats de ces essais qui visent qui ont comme objectif de vérifier, justement, de répondre à vos questions. Est-ce qu'il n'y a pas de danger supplémentaire? Est-ce que les vaccins marchent bien aussi chez les enfants? Donc, ces essais sont en cours, encore quelques mois, et je pense qu'on aura probablement aussi pour les enfants de moins de 12 ans des recommandations de vaccination. Les premières restrictions sanitaires vont être levées la semaine prochaine. Est-ce que nous sommes en train de sortir durablement de la crise sanitaire, comme l'affirme le Premier ministre? Si ça pouvait être vrai, être sûr, Monsieur Bourdin, vous savez, on serait très nombreux, non seulement les soignants, tout le monde serait super heureux de ça. On est sûr de rien. On rentre dans une période de grande... On est sûr de rien, là. On est sûr de rien. On rentre dans une période d'incertitude, de risque même, je dirais. De risque, pour plusieurs raisons. On a une période de 3-4 mois difficile à passer. Parce que le vaccin est là, on vaccine de plus en plus, mais on a aujourd'hui que 28% des Français qui ont reçu une dose et à peu près 13% qui ont reçu les 2 doses, complètement vaccinés. Donc on vise, je crois, 35 millions à la fin du mois de juin. On est à 18-20 millions, je crois, aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça progresse bien, il faut que ça progresse encore plus. Et c'est de cette vaccination, finalement, que l'on va pouvoir avoir l'assurance que l'avenir proche est plus serein. Et en attendant, on a les dangers. Les dangers, c'est que le virus, au moment où on va en parler, les relâchements, les ouvertures, qu'on attend tous, moi le premier, pouvoir aller boire une bière en terrasse, j'en serais fort heureux, croyez-moi. Mais il y a aussi des risques à ce moment-là que le virus circule plus. Et donc, on est un taux ce qu'on appelle le taux d'incidence, plus de cas chaque jour, qui va augmenter ou qui va se stabiliser. La baisse ça baisse bien en ce moment. Et alors, risque, si vous voulez. Il y a un autre risque, on pourra en dire un mot, c'est des variants aussi. C'est les variants, ce sont les variants. Est-ce que nous sommes à l'abri d'une reprise cet été ou à l'automne? Mais non, justement non. Justement, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, car le relâchement des mesures de restriction va, comme je viens de le dire, faire que le virus, ça va avoir pour conséquence une recirculation du virus. Tout va dépendre de l'ampleur de cette recirculation. Si on vaccine beaucoup et que les Français sont raisonnables et qu'on arrive à se relâcher, mais en prenant des précautions, on peut passer l'été sans 4e vague. Vous disiez il y a quelques jours, les restrictions sanitaires sont levées trop vite. Est-ce que vous dites toujours... Est-ce que vous avez dit ça? Oui. Est-ce que vous diriez toujours cela ce matin? Alors, on est à la veille, on est en cours. Les ouvertures d'écoles, c'est fait. Les ouvertures des restaurants, c'est la semaine prochaine. On va voir. La France fait quand même partie des 5 pays européens, je regardais les chiffres, des 5 pays européens qui enregistrent le moins de nouveaux cas par jour. Le moins de nouveaux cas par jour. C'est d'autant plus intéressant qu'on teste beaucoup en France. Actuellement. Donc il y a une vraie baisse là. Oui. Mais est-ce qu'elle est constatée à l'hôpital? Moins? Non. Alors, parce qu'il y a toujours, j'imagine, un effet... Il faut effectivement de latence, en quelque sorte. Vous avez parfaitement raison de souligner ce point. Les hôpitaux sont encore très saturés de patients, beaucoup de patients Covid. On est en région Île-de-France à 120% de taux d'occupation dans les réanimations. Oui. Ok. Donc, alors la région Île-de-France est celle qui est la plus touchée, mais d'autres régions le sont quand même aussi. Et donc, quand on regarde les hôpitaux ne fonctionnent pas normalement aujourd'hui. Encore beaucoup de soins
de patients qui ont d'autres pathologies sont reportés encore, d'accord? Donc on est en train de reprendre progressivement, mais on a un taux d'occupation dans les hôpitaux qui est, depuis le mois de novembre, très élevé. Et après, la deuxième vague a finalement baissé, mais assez peu. Et donc il est absolument nécessaire que ce plateau baisse de plus en plus. Et nous pourrons envisager l'avenir des prochains mois plus sereinement si le taux baisse encore très nettement. Donc on n'y est pas. Si je vous écoute, rien n'est garanti. Parce qu'on a l'impression... Vous savez qu'on est impatient. Nous vivons dans une société impatiente. Donc on a l'impression, ça va commencer à ouvrir la semaine prochaine, on a l'impression que dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois... tout sera ouvert et nous revivrons absolument normalement. Donc effectivement, il faut y aller progressivement. Oui. Si on y va trop vite, on va avoir un rebond, on va avoir un taux d'incidence qui remonte, et les hôpitaux qui sont à un très haut niveau d'occupation vont très rapidement se retrouver dans une très grande difficulté. Alors quel comportement devons-nous avoir dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent? Donc on va ouvrir les terrasses des restaurants. Ce qu'il faut vraiment bien retenir, c'est le mode comment on se contamine. Faut bien comprendre ça. Alors on l'a dit, redit, mais peut-être pas forcément de la manière la plus explicite qui soit. On se contamine très peu à l'extérieur. On se contamine essentiellement à l'intérieur. Donc moi, j'ai l'espoir que l'ouverture des terrasses, finalement, soit bénéfique. C'est-à-dire que si les gens comprennent qu'il vaut mieux aller voir les amis et la famille dehors, boire un verre, se donner rendez-vous sur une terrasse. Mais ne plus aller, parce que on n'est pas dupe. Vous m'avez posé la question, mes enfants qui sont adultes, ils ont été voir les copains les uns chez les autres. Évidemment. Mon fils, le dernier, il a été cas contact je ne sais combien de fois cet hiver. Donc, si on fait dehors et plus dedans, c'est-à-dire si on rencontre les gens, le lien social dont on a tant besoin de revoir les amis, etc., si on le fait dehors mais plus dedans, à mon avis, ça peut être bénéfique, à condition que on prenne quand même quelques précautions. Donc il faut, même si on est dehors, il faut espacer les uns les autres, donc des tables de 4 ou 6 maximum, espacer les tables. Et je suggère que les terrasses des cafés, on ait la place. Et je fais une suggestion dans les grandes villes, à Paris par exemple, qu'à partir du soir, on rende piétons les rues où il y a beaucoup de cafés, permettant ainsi aux restaurateurs d'espacer les tables suffisamment. Voilà, ça c'est, je pense... D'utiliser l'espace public. Exactement. Pour finalement la santé publique. Exactement, il faut de la distance. Et je dirais une autre recommandation simple. Le masque, que je n'ai pas aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi. Même si on est dehors et si on est en face d'une personne et qu'on n'est pas très loin et qu'on parle un peu fort ou si on chante, on va quand même projeter du virus. Ma suggestion, c'est qu'on garde quand même le masque à l'extérieur et qu'on ne le tombe qu'au moment où on a besoin de le tomber, c'est-à-dire pour boire ou pour manger. Mais quand on est attablé, on sait bien que pendant l'essentiel du temps... On est donc je suggère qu'on le remette. On est assez proche quand on est attablé. On est assez proche, donc on le baisse évidemment. On le baisse évidemment plus que là. On est plus proche que là. On le baisse évidemment au moment de manger et de boire, mais après pour discuter, on peut le remettre. Après pour discuter, on peut le remettre. Et le couvre-feu, l'effet du couvre-feu. Incontestablement, le couvre-feu a été utile pour faire baisser... Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui respectent le couvre-feu. Mais oui, bien sûr, à 19h. Est-ce qu'il y a un risque avec un couvre-feu à 21h ? Les gens vont se voir un peu plus entre 19h et 21h qu'ils ne se voyaient aujourd'hui. Moi, je pense que, compte tenu de ce que je vous ai dit, je pense que le couvre-feu à 21h n'est pas un problème si on est dehors. Voilà. Si on profite de ce temps pour socialiser, voir les gens, mais on le fait dehors. Mais on ne boit pas la bière suivante à la maison. Mais on va pas... Voilà, donc le problème, c'est que si on s'arrête à 21h, on dit la deuxième bière, on va la boire chez les autres. Non, ça va pas. Donc je pense qu'il veut... Donc rapidement, on va venir avec un couvre-feu à 23h. Qui est mieux. Je pense à mon avis, c'est bien parce que 23h, on a le temps, on a la soirée devant soi dehors. Alors évidemment, il y a la météo aussi. Il faut prendre une petite laine. Si malgré tout, de temps en temps, on sait que le mois de juin, ou le mois de mai, il peut faire un peu frais, on met une petite laine. Les restaurateurs mettront des toiles si jamais il pleut un peu. Il faut vraiment s'organiser pour être dehors le maximum. Et les jauges... dans les magasins, parce qu'il y a aussi les magasins vont ouvrir. Donc dans les magasins, il faut respecter les jauges. Moi, quand je vais à midi, je vais chercher un sandwich. Là, il y a un petit magasin en bas de. Il y a un monde fou. Ils sont 15, tous tassés les uns aux autres. Les gens ont oublié ça. Ils ont juste oublié. Faites juste un tout petit peu attention. C'est pas hyper contraignant. On fait attention. On n'est pas trop serré. Et quand on est à l'intérieur dans un magasin, on respecte les jauges. On attend dehors. Professeur Salomon, les toilettes fermées dans les restaurants, c'est absurde ou pas ?
C'est difficile de faire autrement pour les toilettes. Donc, je pense que les toilettes, c'est souvent, normalement, c'est aéré. On met le masque. Alors, quand on va aux toilettes, on met le masque. On met le masque. Il faut juste avoir cette conscience de comment on se contamine, finalement. Oui. Si on a bien cette conscience en tête, si on a bien compris comment les choses se font, je pense qu'on peut adapter nos gestes et notre manière de vivre. Pas question d'un pass sanitaire pour aller au restaurant, c'est ce que dit le gouvernement. En revanche, pass sanitaire, bonne solution pour permettre d'organiser des manifestations de masse. Vous pensez que c'est indispensable? Alors, je pense que le pass sanitaire permettra probablement de sécuriser un peu quand même. Quand il y aura des foules qui se retrouveront. Je pense que ça peut aussi indiquer aux gens qui sont encore un peu hésitants sur la vaccination, allez-y, parce que si vous allez au concert ou à Roland-Garros ou moi, ça me semble assez logique. Ça vous semble logique. Alors, il faut rappeler que le pass sanitaire, c'est le résultat négatif d'un test PCR, c'est de dépistage, c'est un justificatif de vaccination. Vous êtes vacciné, vous avez pass sanitaire ou attestation de rétablissement après contamination. C'est ça le pass sanitaire. Donc pour les événements de plus de 1000 personnes, vous dites c'est bien. Il faudra, il n'y a pas que le pass sanitaire. Ça va être réservé pour les déplacements. Oui, et c'est pour les jauges. Il faut quand même que 1000 personnes, il faut quand même respecter la distance aussi et les jauges, que les locaux soient aérés, etc. Et oui, pour les déplacements. Attention aux tests. Les tests, il faut les utiliser là aussi bien comprendre. Oui. Donc il y a différents types de tests. Alors, on s'y perd un peu. Maintenant, il y a tellement de choses. Donc il y a les tests PCR qui sont soit par prélèvement nasopharyngé, donc la tige qu'on enfonce assez profondément dans le nez, soit salivaire. On commence à en faire aussi. À l'hôpital notamment, on en fait. Plus simple à faire. Ça marche bien. Ça marche bien. Ce sont des tests qui sont sensibles et qui permettent de détecter les gens qui portent le virus. Maintenant, il y a les autotests. En vente en pharmacie aussi. Donc là, on enfonce, mais beaucoup moins profondément dans le nez. Donc on peut le faire soi-même. L'intérêt, c'est qu'on peut le faire soi-même. C'est des tests antigéniques. C'est pas du PCR. C'est du test antigénique qui a l'avantage donc d'être fait facilement par soi-même, l'avantage de donner un résultat quasi immédiat en 15 minutes, contrairement au test PCR qui nécessite au moins 24 heures. L'inconvénient, c'est il peut y avoir des faux négatifs. Ce qu'on appelle des faux négatifs, c'est-à-dire notamment si vous n'avez pas de symptômes, vous vous faites tester pour savoir avant d'aller déjeuner chez la belle-mère si vous avez ou pas. Dans la moitié des cas, le test ne vous dira pas si vous portez le virus. Donc attention, c'est surtout un test qui a l'intérêt de faire ce qu'on appelle du dépistage itératif, c'est-à-dire dans des collectivités, on fait le test 1 ou 2 fois par semaine, et même si on loupe la moitié des cas, c'est pas grave parce que la moitié des cas seront attrapés et on pourra, à condition de derrière de les isoler, tester, tracer, isoler, c'est ça aussi. Donc si on fait ça correctement, en termes de dépistage, c'est efficace. En termes de individuellement, je veux savoir si je porte le virus, oui, mais attention, bien comprendre que dans la moitié des cas, donc ça veut dire, on passe à côté. Donc ça veut dire qu'il faut toujours prendre des précautions. Si je vais chez la belle-mère, je fais toujours attention de porter le masque. Et si je déjeune avec elle, plutôt dehors. Et si c'est dedans, on aère bien les pièces et on est assez distant. On aère bien. Rémi Salomon. Je voudrais terminer sur ce que j'ai lu hier. Des chercheurs français ont trouvé pourquoi de nombreuses personnes infectées perdent l'odorat. Vous avez vu cela ? Oui, j'ai aperçu ça. L'anosmie. Alors, je vous dis, ce que j'ai lu, vous allez me dire... Vous avez un diagnostic médical intéressant. Le virus infecte les neurones liés à l'odorat, inflammation persistante de la muqueuse qui détecte les molécules odorantes au sein de la cavité nasale. L'épithélium olfactif est infecté et cela peut durer des mois. Le virus infecte aussi le nerf olfactif et les centres nerveux en charge de l'odorat au sein du cerveau. Possible porte d'entrée vers le cerveau. C'est une atteinte neurologique. C'est une atteinte neurologique. Ça a l'air, oui. Et ce qui explique pourquoi certains ont perdu l'odorat, mais pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Et c'est pas drôle de perdre l'odorat. Et on peut perdre le goût aussi. Et le goût. C'est la gueusie, on appelle ça la gueusie. Donc ça veut dire que pendant plusieurs semaines, on peut ne plus rien sentir, ne plus rien goûter. Ce qui est extrêmement déprimant. Je peux vous dire que j'ai vu des gens, c'est très déprimant. Donc oui, ça peut durer longtemps. En général, on récupère. Merci, professeur Salomon, d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes sur RMC et sur BFM TV, il est 8h53.